Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça, Sylvain Fontaine, je suis dans l'équipe des spécialistes chez ITCloud. Le rôle de l'équipe des spécialistes, c'est de vous conseiller, d'essayer de vous faire connaître les différentes solutions, de quelle façon on peut les appliquer et idéalement, justement, de s'assurer que lorsqu'on achète un produit, qu'on le provisionne dans les environnements des clients, eh bien qu'on a acheté le bon produit pour les bonnes raisons. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on va vraiment parler, notre point de départ, c'est vraiment Business Premium. Alors, qui utilise dans la salle, qui a des clients qui utilisent Business Premium? OK, bon, je vois déjà la majorité, très intéressant. On ne se le cachera pas, en dehors de Business Premium, avec Business Standard, bien, on est avec la protection de base là, qui vient avec les services de Microsoft. Souvent, les clients vont dire « Ouais, mais je paye pour des licences corporatives, là, c'est pas un compte Hotmail, c'est pas un compte Outlook, j'ai pas plus de protection. » Oui et non. C'est sûr que peut-être que Microsoft, je vais vous avouer que souvent, on va recevoir moins de spam dans nos adresses de nos domaines 365 que dans nos comptes personnels, mais il reste que c'est encore une protection, on va dire, de base. Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire à ce moment-là? On est en mesure de se procurer Business Premium et d'après ce que j'ai vu, vous connaissez déjà la valeur de Business Premium et qu'est-ce qui est offert avec Business Premium. Fait que je n'ai pas la bonne gang à convaincre, mais regarde, c'est correct. Alors justement, l'idée derrière ça, c'est qu'on veut consolider nos solutions, puis on veut centraliser notre gestion. Et on veut ultimement aussi faire affaire avec moins de revendeurs, moins de fournisseurs de solutions, parce que justement, de un, c'est plus facile à gérer, c'est plus facile à apprendre, c'est plus facile à faire apprendre au personnel aussi, question de formation de personnel existant, ou si on engage du nouveau personnel, c'est juste plus facile de les intégrer dans nos opérations. Alors justement, Business Premium est cette solution-là qui comble non seulement le côté productivité, mais le côté sécurité. Et ici, on va juste démarquer qu'est-ce que ça coûterait environ si on achèterait toutes les composantes additionnelles au niveau de la sécurité, si on voudrait avoir une sécurité, on va dire, équivalente que d'acheter Business Premium. Alors, on voit tout de suite qu'il y a vraiment une économie à utiliser Business Premium. Alors, pourquoi choisir Microsoft 365 E5 Security? Business Premium, c'est une licence pour les clients qui ont 300 utilisateurs ou moins. Normalement, ce qu'on va faire, si on n'a plus que 300 utilisateurs, bien, on va aller au minimum dans une Microsoft 365 E3, qu'on dit qu'il est la licence d'entrée pour les clients d'entreprise, selon la signification de Microsoft, là, quand on est au-delà de 300 utilisateurs. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai un client qui a encore moins que 300 utilisateurs, mais n'est pas prêt à passer à une licence, mettons, Microsoft 365 E5? C'est vrai que Business Premium a déjà certaines fonctionnalités avancées qu'on retrouve dans la licence Microsoft 365 E5. Mais là, maintenant, avec E5 Sécurité, on vient d'en rajouter 5 autres. C'est vraiment génial. C'est que là, on est capable, sans être obligé de passer à une licence E5, qui coûte quoi? Environ 75 centimes, là. Fait qu'on n'est pas obligé de passer à ce stade-là. Oui, il y a des coûts additionnels, on ne se le cachera pas. Oui, mais on a des solutions de sécurité qui nous sont rendues disponibles finalement et pour pas trop cher non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec E5 Sécurité? On a Microsoft Entra ID Plan 2. Oui, on l'a déjà en Plan 1 avec la Business Premium, mais maintenant, on l'a en Plan 2. On a Defender for Identity. On a Defender for Endpoint Plan 2. C'est un petit peu plus que notre Defender for Business, notre antivirus. Et on a aussi Defender for Office 365 Plan 2. Oui, on l'a déjà en Plan 1 avec Business Premium, mais on va voir de quelle façon l'offre est bonifiée en Plan 2. Et on a aussi Defender for Cloud Apps. Alors, si on regardait le prix individuel de ces 5 composantes-là, si on viendrait les provisionner manuellement, chacun une à la pièce, on parlerait de 38,30. Par contre, quand on achète, on dit le bundle, le 5 sécurité, on parle de 16 $ de plus. Oui, c'est 16 $ de plus que 29,80 pour ma licence. Je suis rendu quoi, alentour de 46, mais je suis loin du 75 tout de même, là.
Alors, l'idée derrière ça, c'est justement ça, c'est que notre point de départ, c'est Business Premium, avec tout ce qu'on connaît déjà qui est à l'intérieur de cette licence-là. Mais avec E5 Sécurité, on vient vraiment ajouter d'autres fonctionnalités. Puis là, on tombe vraiment plus en mode XDR, qu'on peut dire. Puis on va le voir tout à l'heure de quelle façon on dit qu'on est plus en mode XDR. Ici, c'est un beau tableau comparatif, justement, de qu'est-ce qu'on a déjà avec Business Premium et qu'est-ce qu'on a de plus avec E5 Sécurité. Alors, le défi, je m'excuse, c'est ça, les 5 dernières slides, je les ai traduits en français là, parce que je les ai présentés à quelques reprises, mais j'ai pas tout à fait eu le temps de finir de tout transférer là, les slides en français. Les 5 premières, d'ailleurs, si vous en voulez une copie, je les ai déjà publiées sur LinkedIn, mais avec le contenu en anglais. Ce que je vais faire après la présentation d'aujourd'hui, je vais refaire un autre post, mais avec ces diapos-là, mais au moins en français. Fait que vous aurez être en mesure d'aller voir le post, puis prendre des copies des images. Au moins, vous les aurez. Vous seriez capable de les présenter à vos clients, regarder en détail, finalement, l'offre qui nous vient à travers E5 Sécurité. Alors, le challenge, c'est ça, c'est qu'on parle vraiment aujourd'hui de XDR, où on veut éliminer la sécurité par silo. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que si on traite ou on utilise chaque produit de sécurité dans son propre silo uniquement, bien justement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le traite de façon uniquement dans chacun de leurs silos respectifs. On les configure à un endroit, on voit seulement les alertes traitant de ce service-là. On a un autre service, je le configure, mais encore là, j'ai seulement les alertes de ce service-là, et ainsi de suite. En mode XDR, c'est quoi qui arrive? C'est que là, maintenant, j'ai comme ce parapluie-là, cette ombrelle-là de sécurité qui vient plomber, on va dire, par-dessus toutes mes solutions de sécurité à cause que maintenant, Defender est capable d'aller chercher, est capable de recevoir tous ces signaux de sécurité-là, de toutes ces solutions-là, et être capable d'avoir une vue d'ensemble, est capable d'avoir une analyse, parce qu'à ce moment-là, on vient de faire une corrélation des données. Ils sont tous à un même endroit. On est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire une analyse et mettre des verdicts et même automatiser certains comportements. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on veut toujours réduire notre exposition. Alors, justement, on parlait de la sécurité en silo. Et puis, les hackers, ils savent. C'est qu'ils vont aller, ils vont rentrer avec l'identité, mais ils vont être tranquilles pendant un petit bout de temps. Là, à un moment donné, ils vont essayer quelque chose sur le poste. Là, à un moment donné, ils vont essayer de se connecter à une autre machine. Mais ils sont sournois, puis ils ne font pas toutes les actions rapidement non plus parce qu'ils savent que ça va déclencher des alertes. Mais justement, à cause qu'on est, on va dire, en mode XDR, la solution est capable de recueillir, est capable de venir corréler tous ces signaux de sécurité-là et est capable de voir qu'il y a quelque chose à l'horizon, il y a quelque chose qui s'en vient. Parce qu'encore là, souvent, ces actions-là, de façon individuelle, ne sont pas néfastes. Si on les regarde de façon individuelle, OK, ouais, non, c'est correct, il s'est logué. Ah ben oui, OK, il a le droit d'aller écrire dans ce répertoire-là. Puis, ah, OK, ouais, il a ouvert une connexion, puis c'est correct, là. Mais c'est quand on commence à regarder, quand on rassemble tout ça, c'est là qu'on peut commencer à suspecter justement qu'il y a une attaque qui va prendre place d'ici peu. Alors, on parle que maintenant, on a vraiment des solutions. On est capable de venir traiter au niveau du courriel, on est capable de venir protéger nos appareils, on est capable de venir protéger nos identités. Et à la limite aussi, maintenant, avec Defender for Cloud, qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on est capable de venir sécuriser nos charges de travail dans le cloud Azure. On va regarder un petit peu plus en détail, c'est quoi Entra ID Plan 2. Alors, on sait qu'avec Entra ID Plan 1, on est capable de faire des accès conditionnels. Mais maintenant, ce qu'on va être capable de faire, c'est que justement, à travers tous ces signaux de sécurité-là, on a Identity Protection. C'est quoi Identity Protection? C'est Microsoft qui surveille les identités 365 des utilisateurs sur le Dark Web. Alors, eux, aussitôt qu'ils vont avoir répertorié une identité, qui vont détecter une identité compromise parce qu'elle apparaît dans une liste de brèches qui est publiée sur le Dark Web. Alors, à partir de ce moment-là, on va assigner un risque à l'usager ou au comportement de l'authentification. Puis, on va se servir de ça justement pour générer des alertes et on utilise aussi ces mêmes risques-là pour venir créer des stratégies d'accès conditionnel, mais basées sur le risque.
Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire à ce moment-là? C'est que moi, je peux dire que, OK, Microsoft me dit que cette identité-là, elle a un risque associé, un risque élevé. Moi, ce que je fais, je viens créer ma stratégie d'accès conditionnel et je dis, quand tu détectes un risque lié à l'utilisateur, un risque élevé, tu bloques l'accès, carrément. Si le user va avoir accès, il va m'appeler, puis moi, je vais lui dire, regarde, on change ton mot de passe tout de suite. On va aller voir à quoi ça ressemble un petit peu les stratégies d'accès conditionnel basées sur le risque. Fait qu'on va aller dans Identité. On va aller dans Protection, accès conditionnel. Ça, moi, j'en ai créé justement là, pour les fins de la démo. Là. Fait qu'ici, j'en ai une. C'est que quand on a Entra ID Plan 2, qu'est-ce qui arrive au niveau de nos conditions? Alors, moi, je l'ai créé que je cible tous les usagers qui essaient de se connecter à toutes les applications. Et ma condition, c'est que le risque lié au comportement de l'authentification, quand le risque est élevé, je bloque l'accès, carrément. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est une sécurité additionnelle parce qu'en temps normal, on ne sait pas si l'identité de l'utilisateur a été compromise, si elle existe dans des listes sur le dark web. Et puis, on peut faire la même affaire quand on a un risque lié à l'usager comme tel. C'est quoi les deux différences? C'est que le risque lié à l'usager, ça peut être quelqu'un qui se logue toujours à partir de la même place, toujours à partir du bureau, mais demain matin, il se logue à partir, mettons, je ne sais pas moi, d'une autre ville ou d'une autre province. Fait qu'on pourrait décider nous-mêmes d'établir, ça serait un cas où ça serait un risque de niveau bas, mais il n'y a rien qui nous empêche tout de même de créer une stratégie d'accès conditionnel qui traiterait ce scénario-là. Dire que lorsque je détecte un risque bas, même un risque bas, je peux te forcer, mettons, à mettre à changer ton mot de passe. Parce que là, tu devras me prouver que tu es vraiment le détenteur de cet utilisateur-là, parce que tu devras répondre à tes questions de sécurité, mettons. Est-ce qu'on peut utiliser l'Impossible Time Travel pour ce flag-là? Oui, bien, en bout de ligne, Microsoft le fait pour toi, là. Ils se servent de ces conditions-là, justement, là. Impossible Travel, là, qui est un de mes favoris, justement. Ça, c'est quand on a quelqu'un qui se loguerait au Canada, 5 minutes plus tard, il y a une authentification en Californie. Bien là, on sait que c'est impossible, là. Oui, OK, les usagers utilisent des VPN, mais encore là, c'est une bonne façon de savoir s'ils utilisent des VPN. Puis pourquoi? C'est quoi que tu essaies de contourner? C'est peut-être légitime ou non, là. L'autre aussi, que selon le risque du sign-in risk, cela, le comportement de l'authentification, ça serait quelqu'un qui utilise un IP anonymizer. Si Entra n'est pas capable de voir l'adresse IP source là, de la demande d'authentification, bien, c'est bien de valeur, high risk, moi je te bloque. Fait que c'est vraiment une façon de venir augmenter sa sécurité là, envers les demandes d'authentification. Il y a autre chose qui est super intéressant aussi, c'est qu'avec l'Identity Protection, c'est justement, on a ce risque-là. Mais on a une composante additionnelle qui vient s'ajouter, qui est, on est en mesure de venir créer ce qu'on appelle l'account lockout et le password protection. Ce que je suis capable de faire à partir de ce moment-là, c'est que par défaut, le lockout il est à 10. Ça veut dire que 10 tentatives d'authentification, je barre le compte pendant 60 secondes. Mais encore là, je suis capable de venir le paramétrer. Je suis capable aussi de venir me créer une liste maison, le custom, de mots de passe que je ne veux pas que mes utilisateurs utilisent. Comme mot de passe 1, 2, 3 ou le nom de la compagnie, un nom de produit ou chose du genre. Là, c'est certain que j'ai mis des exemples, là, trop simple, pas assez long, mots restreints, là, mais encore là, on s'entend que l'idée derrière ça, c'est de dresser cette liste-là. Puis, on est capable de venir binder ça à notre Active Directory local. Fait que même si l'usager se dit « Hey, là, je ne suis pas capable de le changer à partir du cloud, là, mon foutu user, là, mon foutu mot de passe », puis il sait que les identités sont synchronisées, ben regarde, il va s'asseyer le lendemain matin au bureau. Ben non, mais c'est bien de valeur, là, mais cette liste-là, là, je suis capable de venir l'appliquer même sur le contrôleur de domaine. Fait qu'il ne pourra pas plus utiliser un mot de passe trop facile. Ce qu'on a aussi, c'est dans Identity Governance, on a Privileged Identity Management.
Ça, qu'est-ce que c'est? C'est PIM, l'acronyme court, là. Privileged Identity Management, c'est pour faire en anglais ce qu'on appelle du just-in-time avec du just-enough access. Finalement, ce que je fais, c'est que je te donne seulement, ou j'élève tes rôles seulement à partir de maintenant pour une période déterminée de temps et je te donne seulement que des rôles additionnels que je décide que je vais te donner. Puis, ce qu'on peut faire aussi, on peut le gérer manuellement ou on peut créer aussi un portail où ce que l'usager vient faire sa demande d'élévation de privilèges. Et à partir de ce moment-là, on vient identifier quelqu'un. C'est que ça prend des rôles additionnels aussi pour gérer la solution. Et à partir de ce moment-là, la personne qu'on a mis responsable de gérer la solution devra approuver la demande et justifier pourquoi elle approuve la demande. Fait que c'est encore une autre façon de venir contrôler ses accès. Ce que ça permet de faire aussi, c'est que ça va forcer les access reviews, ça va vous forcer de faire des revues d'accès périodiques, de passer à travers les utilisateurs. Est-ce que ces utilisateurs-là, excusez-moi, sont-ils encore employés ici? Est-ce qu'ils ont encore besoin d'avoir des comptes actifs? Ont-ils vraiment encore avoir besoin d'avoir des licences? Parce qu'on sait que chaque compte non utilisé, c'est une porte d'entrée potentielle. Et ce qui est génial de la solution, c'est qu'encore là, c'est que les activités, en vertu de cette gestion-là, sont loguées. Fait qu'on a vraiment un logbook. On est capable de voir à quel moment, qui a demandé quoi, qui a approuvé ces demandes d'élévation de privilèges-là. Excuse-moi, oui. Dans les Access Reviews, ça, c'est un Access Review uniquement pour les accès privilégiés. Ce n'est pas des Access Reviews globales. Pour tout n'importe quel groupe. Non, c'est vraiment génial. Puis, tu ne le cacheras pas, là, même si on n'utilise pas Privileged Identity Management, il n'y a rien de mal de façon périodique à faire des revues d'accès, mais il y a très peu, garde, on ne le faisait pas tout le temps là, sur le réseau local, là, mais garde. Parce que ça, justement, le PIM, là, c'est le classique. Là. Je pars en vacances, là, quand on était juste on-prem, on n'avait pas de cloud, là, je pars en vacances, puis, ouais, là, faut que je donne le rôle là, de l'admin du domaine à quelqu'un d'autre. Mais tu le donnes, puis là, tu reviens, puis tu oublies d'y enlever, puis en tout cas. Bref, l'idée derrière ça, c'est de ne pas laisser ces portes-là ouvertes trop longtemps. Defender for Identity, ce que c'est Entra, encore là. On utilise justement ce qui est possible de faire avec Entra, cette surveillance-là d'identité, mais maintenant, on est capable de l'étendre au réseau local, sur le réseau Active Directory. Fait que ce que ça va nous permettre de faire, c'est détecter, mettons, des logins, unusual logins, des logins non habituels. Là. Hey, c'est drôle, lui, il se logue toujours sur cette machine-là à 8 h le matin, du lundi au vendredi. Là, il vient de se loguer à 6 h le soir sur une autre machine. Tu sais, ça va générer ce genre d'alerte-là. Et encore là, fait que ça nous permet d'avoir une autre vue, mais cette fois-ci, sur le domaine local. Parce que c'est qui va aller d'un témoin d'événement tous les matins lire les logins? Il n'y a pas personne. Hein? Non, ben regarde, c'est justement ça, là. Defender for Endpoint Plan 2. On parlait tout à l'heure justement de Defender for Business. Defender for Business, on ne se le cachera pas, c'est déjà... 10? Il vous reste 10 minutes. Ah, ben ouais, ça va vite quand on a du plaisir. Defender for Business, justement, c'est déjà mieux que l'antivirus de base qui vient avec l'appareil. Qu'est-ce qu'on fait quand on active Defender for Business? On ne vient pas installer un autre antivirus. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient activer des fonctionnalités qui étaient déjà, on va dire, dormantes dans l'appareil. Bien, Defender for Endpoint Plan 2, c'est la même affaire. Par contre, Defender for Endpoint Plan 2, ce qui est génial de ça, c'est qu'on est capable de venir analyser, par contre, les données, on va dire, en mode brut, en RAW. Parce qu'on ne se le cachera pas, ce qu'on voit, nous, comme alerte ou comme incident, c'est ce que Microsoft nous rapporte. Bon, c'est sûr qu'il essaye de nous aider, c'est déjà mieux, c'est déjà bon, là, mais quelqu'un qui est fort, mettons, en CQL, en Custom Query Language, puis qui voudrait aller creuser un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, ou suite à une alerte, j'aimerais ça en savoir plus, j'aimerais savoir plus de détails sur cette alerte-là, bien à ce moment-là, on est en mesure de le faire. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est qu'il va garder pendant 6 mois aussi ce qu'on appelle le device timeline.
Ça, c'est un graphique, une représentation visuelle de qu'est-ce qui se passe sur les postes ou s'il y a eu une attaque, qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'on voit vraiment le premier geste, le deuxième geste, l'escaladation finalement là, de l'attaque comme telle, jusqu'au point où elle s'est manifestée ou non. Là. Fait encore là, c'est une façon d'avoir plus de vue sur qu'est-ce qui se passe. Ce qui est super cool aussi, c'est Threat Deception Mechanism, là, ce n'est pas le terme exact, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des leurres. Il va essayer d'aller piéger l'attaquant finalement. Il va y présenter, mettons, une machine. Il va essayer d'interagir avec pour essayer d'en apprendre plus, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça pourrait mener à quelque chose, de sens à augmenter l'intelligence de l'outil aussi, ou éventuellement peut-être générer d'autres alertes que nous autres, on pourrait venir configurer et automatiser pour dire, OK, garde à l'avenir, mais qu'on voit ce genre de comportement-là, on va le bloquer tout de suite sans hésitation. Notre solution d'anti-spam que oui, on a dans Business Premium en mode P1, qui est déjà mieux qu'Exchange Online Protection, c'est qu'avec P1, ben, on a Safe Links, Safe Attachments, pièces jointes et liens fiables. C'est qu'on est en mesure à ce moment-là de se protéger que quand un usager clique sur un lien URL dans un courriel, on va valider l'URL pour voir c'est quoi ce site web-là à l'autre bout. On examine aussi le contenu des pièces jointes. On est encore capable de faire ça. Et quelque chose qui est sorti la semaine passée dans Defender for Office 365 Plan 2, c'est Advanced Investigation and Response. C'est ce qu'on va être capable de faire maintenant, c'est que la solution anti-spam maintenant va être capable de détecter quand plusieurs utilisateurs reçoivent le même courriel ou la même pièce jointe. C'est qu'on va faire, on va venir les mettre ce qu'ils appellent dans un cluster. On va venir les isoler. Par contre, ça ne s'active pas par défaut, il faut aller le faire. Là. Moi, j'ai checké dans mon tenant de test, puis en tout cas, je ne le voyais pas encore, là, mais j'ai l'impression que ça va se déployer là, dans le temps sur tous les environnements 365. Alors, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre, si on l'active, bien là, on vient isoler ces courriels-là, puis on est capable de venir voir, c'est-tu normal? Ah ben oui, c'est tel qui nous envoie une campagne de financement, puis blablabla. Fait on est capable de réagir au moins à ça. Ou c'est-tu un mass phishing qui vient cibler tous mes usagers? Bien là, au moins, on a un autre niveau de protection qu'on n'avait pas avant. Ce qui est super intéressant de ça aussi, c'est l'idée justement du User Training and Attack Simulation. C'est que je vais être capable de soumettre mes usagers à des formations de sensibilisation à la cybersécurité. Je vais être capable aussi de leur lancer des attaques, de leur envoyer un courriel de phishing pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ils vont-tu interagir avec? De façon à voir si ma formation fonctionne, si j'ai réussi à les éduquer. Mais même à travers cette simulation d'attaque-là, si la personne échoue, je suis capable tout de même de y envoyer un autre courriel, puis « Hey, tu vas falloir que tu ailles suivre ta formation. » Puis ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment un écran, on est vraiment capable d'aller voir, on a un dashboard de la progression, à savoir si les gens sont allés suivre finalement là, moi je dirais ça, leur formation là, dans un sens. Là, c'est sûr que je la charge dans Identity, je vais le chercher longtemps, on va aller dans Sécurité. Moi, j'en avais créé une, là, fait que je vais juste vous montrer les résultats. Là. Fait que ça, c'est vraiment ça, notre dashboard, là, qu'on voit quand est-ce qu'elle a été créée. On avait mis une date de fin et on est en mesure finalement de voir, ah, OK, completed. Fait que bon, la personne finalement a agi sur le courriel, s'est rendu jusqu'au bout là, du hack, on va dire, là, du phishing. Et ça aussi, c'est mes sessions de formation que j'ai lancées à quelqu'un. Encore là, je suis en mesure de voir à quelle heure je l'ai lancé, qu'est-ce qu'il y en est, si elle est complétée ou non. Parfait. À quoi ça ressemble? Bien, l'usager reçoit un courriel et puis ben là, j'ai demandé « Hey, j'ai partagé un document avec toi, va l'ouvrir. » OK, regarde, il l'a ouvert. Puis ce que ça fait, c'est que suite à ça, ça lui a dit « Hey, le courriel que tu as reçu, là, finalement, là, tu n'aurais pas dû cliquer dessus. Fait que, garde, je te suggère d'aller suivre une formation. » Clique sur un autre lien. Ouais. Merci, Fred. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tigidou.
Defender for Cloud Apps, mon nouveau favori. Ce qu'on est capable de faire avec ça, c'est venir contrôler les applications SaaS dans le cloud que nos utilisateurs utilisent. Fait qu'on a vraiment encore là un dashboard, là, un catalogue d'applications SaaS dans le cloud. Microsoft nous les ont répertoriées, puis on est capable de venir contrôler. La façon la plus facile de les contrôler, là, c'est vraiment quand on a, c'est un drôle d'addon, vous allez me dire, là, pure coïncidence, hein, quand on a Defender for Endpoint Plan 2. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on a justement les applications, puis qu'on les mettrait unsanctioned ou on les met non sanctionnées, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'en faisant ça, ce que ça fait, c'est qu'immédiatement sur le poste, la prochaine fois qu'un utilisateur va essayer d'aller se connecter sur cette app-là dans le cloud, ça va barrer la connexion. On est obligé de le faire avec Defender for Endpoint Plan 2? Non. Je peux le faire, mettons, avec mon appliance de sécurité ou mon pare-feu, mais là, c'est un petit peu plus rough. C'est que je suis capable d'extraire un script d'ici, que je viens loader dans mon pare-feu pour y dire de se comporter, va bloquer telle affaire. Ou je suis capable aussi de faire l'analyse. C'est sûr que là, si je n'ai pas Defender for Endpoint Plan 2, je ne sais pas qu'est-ce que le monde font là, sur le poste. Je n'ai pas cette visibilité-là parce que je n'ai pas l'antivirus. Je serais capable de prendre un log du pare-feu, venir l'ingester, le onboarder dans Defender for Cloud Apps. Ça me produit un rapport. Je suis capable de voir qu'est-ce que le monde a fait. Là, oui, je serais capable d'ajuster mes politiques de sécurité en conséquence. Fait que oui, il y a manière, mais la façon la plus facile, c'est quand ça travaille, ils travaillent ensemble avec Defender for Endpoint Plan 2. Puis ce qui est génial, c'est que ça nous dresse vraiment un portrait. Regarde ces applications-là, voici qu'est-ce qu'elles respectent au niveau conformité, au niveau légalité. Puis là, c'est sûr que quand on en a une qui score comme rien qu'un ou deux et dans le rouge, bien là, il n'y a quasiment rien de vert. Là. Fait que, ça, c'est pas juste des applications de Microsoft, c'est n'importe quelle application. N'importe quoi sur le cloud. Il y en a au-dessus de 31 000, me semble, de mémoire à ce moment-ci. Là. Ça dépend quand l'usager il se connecte, dans le fond. Oui, ça vient le bloquer à ce moment-là. Quand tu parles, si mettons, ils sont sur OpenAI sur le browser, c'est pareil, tu mets des blocs de web filtering. Non, parce que c'est ta connexion qui sort de la machine. Tu essaies de te rendre là-bas. Là. Fait que si, qui sont partenaires avec IT Cloud dans la salle? OK, il y a encore du potentiel, Bon, c'est justement, on a un nouveau service depuis l'année passée, notre service coéquipier qui est votre allié technique. C'est que si vous avez des défis technologiques ou que vous avez des solutions que vous voulez implanter, que vous n'avez pas le personnel ou les conséquences, bien, c'est un service d'accompagnement. Puis ce qu'on veut vraiment faire à travers ça, c'est vraiment ça, ce transfert d'expertise-là. Parce que l'idée derrière ça, c'est de vous familiariser, de vous faire connaître, de vous faire apprendre les solutions, de quelle façon elles fonctionnent, de quelle façon on est capable de les configurer puis les intégrer dans les environnements de vos clients. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup et merci d'avoir été avec moi pendant ces 30 minutes-là.